Vous faites bien d'être déjà sur Congo Web Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. L'actualité de la semaine, nous allons la décortiquer donc sur ces plateaux avec Mardoché Ntsele, que vous connaissez certainement parce que ce n'est pas son premier passage, mais je rappelle, il est président national de la jeunesse FIDEC, FIDEC qui signifie le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Donc c'est une plateforme chère à Fifi Masuka qui est gouverneur du Lualaba. Mardoché Ntsele, bonsoir. Bonsoir madame. Un plaisir de vous retrouver après cette vague, ces tensions. Enfin, vous avez atterri. Ouais. Fifi Masuka, confirmé gouverneur. C'était les soucis de tout le Lualaba. Je commence d'abord par dire bonjour à tous les Lualaba partout où ils nous suivent, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui ont soutenu le combat de madame Fifi Masuka Saini. Aujourd'hui, la première gouverneure femme élue dans la province du Lualaba est la meilleure. Pendant les 5 ans, oui, pendant les 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une femme qui a été sous-estimée, négligée et remise en cause. Et qui a tenu tête. Et a tenu tête et n'a pas voulu prêcher. Face aux tensions. Bien sûr. Elle ne voulait pas. Turbulence. C'était pas facile pour elle. C'était pas facile. Moi, je pense que c'était un modèle de la bonne gouvernance. Masuka n'a pas eu le temps de passer à la télé pour convaincre à travers de beaux discours, faire Alors, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui pour être élue pratiquement à tous les niveaux, provincial, national, sénatorial aussi? C'est une question de légitimité, c'est une question de préparation, c'est une question d'engagement, de volonté politique. Masuka s'est préparé, n'est-ce pas, pour affronter les élections de 2018 et surtout faire élire le président public Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la différence des élections de 2011. Mais malgré ça, Félix Tshisekedi n'a pas eu ce qu'il fallait dans cette partie. Ce qu'il a eu au Lualaba, c'est ce qu'il fallait avoir. Parce que je vous rappelle qu'en 2011, le SFEX lui mettait à 0,05% de voix au Lualaba. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2018 a eu 0,06% au Lualaba, mais sous Masuka, un gouverneur intérimaire qui n'a fait que 3 ans à la tête du Lualaba, dont la province était entre les mains de kabylistes qui ont empoisonné la population avec des discours, n'est-ce pas, de rendre Félix Antoine Tshisekedi impopulaire, travailler la disparition de sa légitimité. Une femme apparaît et donne à Félix Tshisekedi 20%. Donc c'est une femme à féliciter. Moi je trouve que bien qu'elle est restée intérimaire illégalement, selon certaines voix. Hein. Bien sûr, mais c'est que moi je veux vous dire, Masuka aujourd'hui, c'est un modèle. Et les chefs de l'État lui-même est fier d'elle. Parce que vous avez suivi... Fier des Fifi Masuka. Bien sûr, plusieurs fois, à travers beaucoup de sorties médiatiques du président public lors du dépôt de sa candidature. Il a honoré Fifi Masuka Saini les jours où on remettait des trophées à l'excellencia. On a honoré Masuka Saini qui a d'ailleurs pleuré émotionnellement parce que ne savait pas que ça pouvait arriver. Et le chef de l'État avait le travail d'une femme qu'on jugeait incompétente. Et elle disait que je ne peux pas parler, je travaille à travers mon travail. Et vous voyez, le travail de Masuka, ce sont des actions impact visibles dans les différents domaines de la vie. Masuka, c'est une femme qui a un sens d'humanisme très élevé, une femme engagée pour répondre aux besoins de sa population. À la différence de beaucoup de gouverneurs, je pense qu'ils devraient chercher à découvrir les secrets de sa triomphe. Quand elle a travaillé, elle dit que le fond de l'État sont canalisés vers le besoin du peuple. C'est-à-dire nous devons prioriser le financement des différents projets qui vont dans le social, l'infrastructure, le domaine agricole et que sais-je encore. Le Lualaba aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est dans le mine, dans beaucoup de choses. C'est ce qui fait de Masuka une femme que tous les Lualabais ont aimée. Aujourd'hui, elle a 9 députés provinciaux, elle a 27 députés nationaux au niveau national, 31 députés provinciaux et 6 sénateurs. C'est Masuka. Masuka. Elle s'est battue, elle a eu la place de choix, elle est en train de brandir un leadership robuste au service des institutions. C'est une femme qui... Alors, Mardoché Ntsele, sur ce plateau, un Lualaba est passé pour appeler Fifi Masuka à réunir tout le monde. C'était, on dirait, un message cassé pour dire que dans les 5 premières années, les gens ont été divisés. Comment réagissez-vous? Je ne pense pas que les gens ont été divisés, madame. C'est un mensonge cousu au fil blanc. Masuka, c'est une mère, en dehors de ton gouverneur de province. C'est une femme. Mais il faut reconnaître qu'elle n'aura pas l'unanimité quand même. Mais c'est ce que je vous dis. Les gens peuvent interpréter de la façon... Donc c'est quand même important pour elle de réunir tout le monde. Et elle a commencé par le faire avant même que les gens en parlent. Je sais que de mauvaises langues passent juste pour la rendre sombre. Mais nous sommes là pour dire la vérité. Masuka, c'est une femme qui mérite le respect de tous. Vous pouvez vous rendre compte, au gouvernorat du Lualaba, dans le gouvernement provincial, il y a eu des ministres
qui étaient contre Masuka, qui ne voulaient pas travailler pour Masuka, qui l'ont taxé d'incompétente. Masuka ne les a pas chassés. Il y a eu des gens dans la cellule de communication qui l'ont insulté. Elle n'a pas chassé ces personnes parce qu'elle n'avait pas le pouvoir. Elle n'a chassé personne. Parce qu'elle ne pouvait pas. Parce que la loi l'interdisait de faire quelque chose, d'autre chose. Voilà. Bien sûr, mais non, mais par la mais si ça ne dépendait que d'elle, elle pouvait faire partir toutes ces personnes. Non, 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 non. Alors, même quand elle a eu la plénitude du pouvoir, Masuka, c'est elle qui a travaillé sérieusement pour la mise en application des résolutions issues du dialogue interprovincial. Espace Grand Katanga, Grand Kassai, travailler sur la cohabitation des deux communautés, n'est-ce pas, qui ont toujours le problème de cohabiter, Kassai, Katangé. Masuka a travaillé, elle était au four au moulin. Masuka quitte le là-bas pour même l'Omami travailler, donner le don. Vous comprenez? Masuka se bat normalement pour que chacun donc elle quitte sa juridiction pour une autre? Mais pourquoi pas? Masuka a intervenu même à Goma, elle a construit plus de 120 maisons pour, n'est-ce pas, répondre aux besoins des sinistrés. Masuka s'est battue, elle se bat. Elle accompagne mais elle n'a pas encore posé des bases à Kinshasa? Non, pourquoi pas, il a des bases. Vous voyez que FIDEC, c'est un parti qui monte en puissance. Il y a des actions palpables? Très palpables. Visibles? Très palpables. Lesquelles? Et pour votre information, FIDEC a 2 ministres. Nous avons le ministère de la Jeunesse avec Mme Nobela Aïnagato. C'est notre ministre issu de la jeunesse du FIDEC. Vous avez Mme Nathalie Aziza Mounana, qui est d'abord députée nationale élue, n'est-ce pas, de la circonscription électorale de Kipushi. Aujourd'hui, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. Alors, vous avez aujourd'hui les affaires humanitaires et là, c'est là qu'on a toujours de problèmes, ça ne marche pas. Vous pensez qu'elle fera la différence? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus que les autres? Vous savez, le chef de l'État avait dit l'autre fois lors de son adresse devant le Congrès que nous avons besoin des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et moi, je veux dire que ce concept a eu sa place à la tête du ministère. Alors, je rappelle également que vous êtes membre du cabinet de la ministre des Affaires étrangères. Non, Affaires sociales. Affaires sociales, pardon. Action humanitaire. Affaires sociales et Action humanitaire. Votre ministère, voilà. Oui, Madame Nathalie Aziza Mounana, ce n'est pas n'importe qui et n'est pas de la dernière plus. C'est une dame qui mérite beaucoup de respect. Mais c'est à peine, on dirait qu'on la découvre. Hein. Non, on ne la découvre pas aujourd'hui. Peut-être que ce sont les jeunes qui la découvrent aujourd'hui. C'est une femme qui a fait l'histoire dans ce pays. Lesquelles? Avec la fondation Calix Mounana, elle a fait plus de 36 ans dans l'humanitaire, dans le social. Aujourd'hui, vous avez une femme avec un background, n'est-ce pas, qui fait peur. Une femme a un cursus qui suscite le respect même des inconnus. Aujourd'hui, elle est à la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire. Mais laissez-moi vous dire, elle va mettre son expérience au service du peuple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a un plan d'action, madame. Dites-nous. Elle a un plan d'action. Voilà, vous êtes membre de son cabinet. Et bientôt, je vais vous dire, vous savez, à peine de faire sa remise et reprise, elle va mûrir son plan d'action qui serait taillé, adapté au niveau des difficultés de notre population dans le domaine social, action humanitaire et la solidarité nationale. Elle est en train de travailler pour corroborer ce programme d'action à la volonté du chef de l'État qui est couché dans le programme du gouvernement fourni par Mme Souminoa. Je sais qu'avec Mme Nathalie Aziza Mounana, vous avez à faire confiance. Je sais même ceux qui ont vu Mounana aujourd'hui ministre des Affaires sociales, ils ont besoin de venir travailler avec elle. Même les partenaires techniques et financiers sont mobilisés, motivés pour que la population ne puisse pas souffrir. D'entrée de jeu, vous avez normalement qu'il y a des déplacés internes. À Goma, et surtout ça, surtout dans l'Est, des catastrophes, des inondations, à travers la situation dans le Tanganyika également. Et oui, bien sûr, même ici, dans le Congo, vous avez suivi hier, il y a eu le feu qui a ravagé le village, il y a eu le feu qui a brûlé. Donc, c'est pas facile, les défis. Hein, elle est au four au moulin, déjà au courant de cette semaine, elle va essayer de circuler partout pour essayer de s'enquérir de la situation générale humanitaire de la République et pour poser les actes palpables. Alors, avant de prendre ce premier dossier, Fifi Masuka est aujourd'hui gouverneur, on ne peut même pas dire réélue, ou parce qu'elle était vice, elle est titulaire. Alors, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire? Parce qu'elle avait quand même le pouvoir, elle était restée responsable. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire les 5 années passées? Bon, dire ce qu'elle n'a pas pu faire, c'est un peu de manière générale, mais ce qu'elle a fait, c'est beaucoup. Ce qu'elle n'a pu faire, on identifie cela par rapport aux besoins que présente la population. Parce que vous pouvez penser... Donc, vous voulez dire qu'elle avait répondu à tous les besoins? Elle a répondu, mais c'est une continuité. Parce donc, que elle a donné des signaux forts, c'est ça? Des signaux forts. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Mais je sais que la satisfaction y est. Et chaque jour, quand il y a toujours des problèmes, la population continue toujours à présenter les besoins. Et avec ce nouveau gouvernement qui va bientôt sortir, elle va essayer d'adapter encore, mettre à jour son programme d'action, comme nous sommes dans la continuité, de faire encore plus sur le plan infrastructurel, sur le plan agricole, et que ce genre encore, je sais qu'elle va toujours continuer à bien faire. Et puis vous savez, elle a 5 ans. 5 ans comme gouverneur full. Elle va devoir travailler sérieusement pour donner
plus que ce qu'il a pu faire pendant 3 ans. Parce que dans 3 ans, une gouverneur a impacté plus que même le gouverneur qui a été investi depuis 2018. Nous avons confiance que Masuka va faire un travail exceptionnel dans ce 5 ans. Alors, madame, messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Bel et bien à partir de ce lundi 24 juin. Et nous allons jusqu'au 27 juin, le jeudi prochain, et on arrête. 4 jours de passation d'épreuve de l'examen d'État. Sur l'ensemble du territoire national. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Donc les malles sont partis, ces élèves sont pris en compte. Un message de sérénité. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Les candidats suivent leurs enseignements, il y a des interrogations, il y a des examens, premier trimestre, deuxième, et ainsi de suite. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Même au courant de l'année, les questions à choix multiples sont conseillées et elles sont appliquées dans les écoles. Donc il n'y a pas lieu de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Les élèves, qu'ils viennent à l'examen d'État avec l'esprit, avec l'intention de réussir, de répondre aux questions comme cela s'est toujours fait au courant de l'année scolaire. Voilà, il n'y a pas de panique. Les parents, qu'est-ce que je peux leur dire? De conseiller les enfants de se réveiller à temps, d'aller se présenter au centre de passation et au retour de les encadrer comme cela. Au lieu de laisser les enfants se pavaner, il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. Après avoir pris connaissance de toutes les préoccupations soulevées par les élus de Kinshasa, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa a du haut du perchoir de l'Assemblée provinciale tenté de faire la lumière notamment sur la question de la gestion du personnel, de l'évolution de l'effectif des agents et du patrimoine de la DGRK. Réagissant quant à ce, le directeur général de la DGRK a souligné qu'il n'y a jamais eu l'augmentation double de l'effectif du personnel. En 2021, les effectifs se sont levés jusqu'à atteindre 2859 agents, soit 579 agents de plus. C'était en 2021. À l'époque, directeur de finances et n'ayant pas qualité pour recruter. Concernant la nomination des directeurs et la création des directions au sein de cette régie financière, Michel Moussaka a fait savoir à la plénière que lui, en tant que directeur général, n'a pas cette compétence. Les recrutements des agents a comme source principale. Premièrement, les arrêtés. Les directeurs et les cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa sont nommés et relevés de leurs fonctions par un arrêté de son Excellence, le gouverneur de la ville. Après la réplique, l'interpellateur Steve Moulumba, absent, qui a délégué son collègue Nicolas Wemankoy, dit ne pas être satisfait des réponses apportées par le directeur général de la DGRK. Il a cependant sollicité une motion de défiance contre lui. Il s'en est suivi que l'interpellateur a sollicité que le DG de la DGRK, qu'une motion de défiance soit votée contre lui. Notons que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa prévoit une durée de 48 heures pour déposer au bureau la motion de défiance contenant 5 signatures avant son alignement à la plénière pour le vote.
Située dans la commune de la Gombe, l'avenue du Livre, une de voies secondaires pour atteindre le boulevard du 30 juin, fera bientôt peau neuve. Les travaux de sa réhabilitation ont repris depuis le lundi 17 juin dernier, après un long moment d'arrêt par l'Office des voiries et drainage. Ces travaux consistent d'abord à assainir cette avenue par la construction des caniveaux, puis s'en suivra la pose de la couche enrobée. Satisfait, cet homme a exprimé son impatience de voir ce tronçon être de nouveau praticable. C'est normal, c'est le travail de l'OVD. C'est normal. Surtout, c'était vraiment indisposant en plein centre-ville de voir des routes de telle façon. Quand il y avait plu, c'était presque impraticable. Mais c'est une belle initiative de voir le VD faire ces travaux et nous sommes impatients de voir les finissages, quoi. Celui-ci craint par contre que la même situation de l'arrêt des travaux se reproduise. Je travaille sur l'avenue du Livre. L'OVD avait travaillé d'abord ici avant. Ils n'avaient pas fini les travaux. Vous voyez, la route de l'autre côté, vous voyez, c'est asphalté de ce côté. Ils n'ont jamais fini. Ils ont abandonné, ils sont partis. Je suis surpris de le voir revenir. Maintenant, ma question est, vont-ils achever leurs travaux? Tout en rejetant ces accusations, les ingénieurs de l'OVD rassurent que cet ouvrage sera bientôt livré à la population dans un bref délai. Alors, Mardo Chinsele, parlez-nous quand même du projet 145 territoires. Est-ce que ces projets a produit des fruits? Parce que déjà, vous entendez parler, c'est que Fifi Masuka avait déjà presque tout fait ou posé des bases, donné des signaux qu'il fallait. Le projet 145 territoires. Bon, je veux parler du projet 145 territoires de manière générale, mais je parle spécifiquement du Lualaba. Okay. Il y a eu de l'anticipation. Parce que le projet devrait aider à construire des bureaux, oui, l'infrastructure territoire, les écoles, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu de l'anticipation au Lualaba. Masuka a fait la route du Lolo, terre battue. Et aujourd'hui, on se bat pour qu'on ait l'autorisation de l'Assemblée nationale pour que cette route soit à la disposition du gouvernement provincial pour la construire. Parce que l'État, au niveau national, n'a pas de moyens. Il veut dire pas de moyens, n'a pas la souplesse. Est-ce que vous voulez parler de la volonté qui manque? Pas la volonté, tellement que le gouvernement central a beaucoup de priorités, n'est-ce pas? Et peut-être que la route n'est pas du tout dans les priorités des priorités. C'est pourquoi... Alors que c'est une priorité pour le Lualaba? Pour le Lualaba, c'est pourquoi un député honorable Quentin était là-bas au Prochois et dit voilà, nous avons besoin de rendre libre la route pour que nous soyons en mesure de la construire. Mais c'était déjà construit, déjà. Quelqu'un peut prendre une petite voiture, arriver jusque chez lui, du Lolo, Sandoa, ainsi de suite. Vous avez la lumière publique, la panneau solaire, photovoltaïque nouvelle génération. Déjà à l'époque, avant même que le projet soit lancé par le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalkone, Masuka avait fait de l'anticipation. Son équipe était... Même si on avait quand même décrié des détournements de fonds... Non, là-bas, on ne peut pas parler de détournement sur Fifi. Ça, c'est une honte, peut-être pour d'autres provinces. Pour le là-bas, c'est là, ça ne passe pas. Parce que Masuka a fait 3 ans aux côtés de l'UIGF, qui encadrait toutes les dépenses au là-bas, et c'était pas un souci. Encadré ou c'est l'IGF qui était bien entretenu là-bas? Non, pas bien entretenu. Moi, je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'IGF qui fait bien son travail, mais je sais que le travail était bien fait. Donc, dans le cadre du projet 145 territoires, il y a eu de l'anticipation, des avancées très significatives. Même si le projet arrivait pour couvrir d'autres secteurs, je ne sais pas, ce serait déjà encore au bénéfice de la population. Mais Masuka a déjà fait un grand travail là-dessus. Alors, Mardo Chinsele, des voix qui se sont enlevées pour dire que dans ce combat pour le 3 ans passés de Fifi Masuka à la tête de cette province comme vice-gouverneur, aujourd'hui titulaire, le grand perdant, Mardo Chinsele, qui n'a pas récolté ce qu'il fallait. Bon, je ne veux pas dire... Soyez sincère. Oui, je suis très sincère. Moi, je suis de l'école Masuka, ok? Je ne suis pas pressé ou je n'impose pas à mon autorité ce que moi je veux. Je suis en train de travailler. Laissez-moi vous dire que dans ma famille politique, je sais comment je me retrouve. Alors, en ce qui concerne l'orientation, je le reçois de mon autorité morale. Je pense que chacun a eu ce qu'il a eu. Ça ne peut jamais me frustrer. Mais je sais que mon moment aussi vient. Je vais avoir ce que je veux. Mais vous avez quand même été un peu frustré, non? Par rapport à vos attentes. Non, je ne suis pas frustré. Ou vous ne voulez pas le dire ici? Non. Vous savez, vous m'accordez ça, moi je suis franc. Moi, je ne suis pas frustré. Moi, j'attends les orientations de Fifi. Les autres sont venus, peut-être, ils sont pressés d'avoir ce qu'ils ont besoin. Mais moi, je sais que je suis loyal.
je suis fidèle, je suis dans sa vision. Et c'est pour ça, vous voyez, je suis très à l'aise quand je parle d'elle, je parle de sa vision, comme d'habitude. Alors je sais que ce que j'attends, c'est proche, ça va arriver. C'est proche. Alors, aujourd'hui, le président de la République a donné le go de train, vous avez vu, non? Les trains de nos bâtisseurs, donc des colonnadières aujourd'hui au service de la population congolaise. Vous êtes de ce coin, c'était à Lubumbashi, donc l'espace Grand Katanga, que vous maîtrisez certainement. Dites-nous un peu aujourd'hui l'état d'abord des rails, parce que ces trains doivent rouler. Bon, moi j'ai aimé, je salue d'abord l'action ou l'acte qu'a posé le président public Félix Antoine Tshisekedi pour répondre aux besoins de la population. Je vais vous parler seulement de l'espace de Grand Kassai en général et du Grand Katanga. La communication entre le Katanga et le Kassai, c'est la voie ferrée. Mais la voie ferrée là n'existe plus, Madame Noëlla. Ça n'existe plus. C'est un danger permanent. Vous savez, la fois passée, il y a eu plus de 4-5 déraillements qui se sont suivis. Il y a eu des pertes de vies humaines, ainsi de suite. Mais les chefs à payer de tête de train, je suis d'accord. Mais il fallait d'abord... Donc la priorité devrait être d'abord la réhabilitation de la voie ferrée. Parce que là, quand vous arrivez à Kananga, vous ne pouvez pas arriver à Ilebo. Il y a des ravins qui ont coupé la voie ferrée en deux. Ça n'existe pas parce que le gouvernement provincial n'est pas à mesure de débloquer des fonds capables de pallier à ces difficultés. Et c'est vraiment les ports franquis à Ilebo, c'est pas n'importe quoi. Ça nourrit Njokopunda, ça nourrit Ilebo, ça nourrit le Kassai. Il y a des taxes qui doivent être payées. Ça peut alimenter les caisses de l'État au niveau provincial. Et ça ne va pas. En même temps, ça représente un danger pour les commerçants qui font Lubumbashi, Luena, Mwenaditu et cet axe-là. Je pense qu'on devrait penser à commencer d'abord par la réhabilitation de la voie ferrée, la réhabilitation des infrastructures de la SNCC, parce que vous voyez là-bas, ce sont juste de vieux bâtiments où il n'y a même ni chaise, où il n'y a rien, il n'y a pas de courant. Vous comprenez? Il fallait commencer par réhabiliter l'infrastructure, y compris la voie ferrée. Après, mettre les machines qu'on a payées dans des dépôts pour bon usage. Parce que pour le moment, quand vous prenez la machine toute neuve, que le chef de l'État a payé, pour la faire marcher sur la voie qui est vieille et qui représente un danger. Alors, ça va exposer toute la population. Exposer la population, mais aussi détruire, n'est-ce pas, cette nouvelle dotation que le chef de l'État a inaugurée. Moi, je trouve que la réhabilitation de la voie ferrée, c'est la priorité. Et maintenant que ces machines sont déjà là, on a vu quand même l'engouement qu'il y avait, les gens étaient contents pour des retours. On a vu quand même des réactions qui sont venues de gauche à droite. Aujourd'hui, Mardoché Ntsele, vous maîtrisez le coin. S'il vous est demandé aujourd'hui de conseiller le gouvernement, conseiller le président de la République, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que déjà, à voir, c'est-à-dire que ça doit être mis en marche déjà. Très important. Vous savez d'ailleurs, à partir de Lubumbashi, on peut changer de destination, n'est-ce pas, d'évacuation de matières premières, excusez-moi. Au lieu de commencer à passer par la Zambie, on peut passer par Ilebo. À partir d'Ilebo, ça va vers la mer, ici vers le fleuve Congo et tout, la Kassai, fleuve Congo, et puis ça part en Europe, en Occident et partout. Parce que la voie ferrée peut transporter les matières premières. L'extraction de matières peut se faire à partir d'Ilebo. Et c'est possible. Donc c'est une question de volonté. Moi, je ne trouve pas beaucoup d'argent qui va passer là-bas et qui va prendre ce projet. Ça peut prendre quelques millions, mais c'est important. C'est très important. Et puis, ça permet à désenclaver n'est-ce pas, l'espace de Grand Kassai. C'est ce que vous proposez. Oui. Alors, vous avez parlé de matières premières. Nous avons vu au perchoir de l'Assemblée nationale lors de l'investiture du gouvernement cheminant les débats, Serge Condé, ancien ministre du Sport, qui avait attiré l'attention du gouvernement sur la sécurisation de cet espace, parce qu'il semblerait qu'il y a des matières qui sortent sans que le gouvernement ou provincial national ne contrôle. Alors, expliquez-nous, est-ce que c'est là est vrai? Donc, il y a des coins qui ne sont pas sécurisés dans cette partie de l'air. Non, dire qu'il n'y a pas de coins qui sont sécurisés. Les matières sortent comme ça? Je sais qu'il y a des coins qui sont sécurisés, mais la sécurité n'est pas adaptée au niveau, n'est-ce pas, de la corruption ou soit les fraudes minières qui sont organisées par quelques particuliers et quelques agents ou membres du gouvernement. C'est possible. Moi, je trouve qu'il faut un œil regardant de l'IGF et quelques structures de contrôle, n'est-ce pas, pour permettre à l'État de bien canaliser les réserves et les trésors.
Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier. La mission est claire. Toké pour réduire nuisance sonore. Toké pour nini pour réduire nuisance sonore. Toké lisusu pour kanga bandako bazo ne kosala ekoko. Proxénétisme. Oui. Là ba oyo ba mususu ba bengi soki ba homosexuel ba pédé. Tous seront arrêtés. Ba oyo bazo kende kotele makamutakala na nzela. Mais ce qu'on vous demande, c'est le respect du droit de l'homme. Nous tous ceux qui ont interpellé dignement, mais autant qui va geste technique policière d'interpellation. Autant qui jette pays, ceux qui aussi au Kangi Moutou, plus question à bastonner, plus question à maltraiter, au Kangi humainement le respect des droits humains. Le respect des droits de l'homme. Tous ceux qui sont pour réprimer, Mazali ko déranger la société nabiso. L'obscurantisme, nous devons arrêter cette histoire. Ma camboanisation sonore, ma croisons là, donc, comme on a dit, il faut suivre les consignes à commandant. Surtout, je n'aurais même pas pitié de vous. Ceux qui m'ont dit, frère, ils ont dit que pour débarquer. Le débarquement, c'est un ordre. Le débarquement, c'est un ordre. Tout comme l'embarquement, c'est un ordre. Ce qui me conduit à commis là-bas, Makele les alliés, il y a Kokita. À Koyebisa Moutouana, Mibeko, il y a Villa Kissasa et Lobini. Boni Makele. À cause ampli, à cause baf. À couper sa ordre, à cause dans l'ordre. Plus question à bastonnade. Plus question à peine de Kobo, tu l'as grillé comme. Oh, beaucoup qui n'a boîte, oh, Moulangue, tu seras arrêté. Parce qu'il faut que les alliés bien saisis. Bien saisis. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo laisse chaque institution jouer sa partition. Depuis 2006, le processus avait été enclenché. Il n'y avait jamais eu les élections à ce niveau des municipalités dans les communes. Mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi, la CENI, parce qu'il faut commencer par la volonté politique. Parce que toutes les institutions dépendent en fait de l'institution politique. Donc toutes ces institutions-là d'appui à la démocratie dépendent des institutions politiques, à commencer par le chef de l'État, qui instruit le gouvernement de donner les moyens. Et si les élections viennent d'être repoussées, on le constate. Mais constatons aussi que ce ne sont pas les premières à l'être. Quand nous jetons un regard rétrospectif, on se rendra compte que même les élections sénatoriales avaient été repoussées. Elles ont fini par avoir lieu. Que ce soit même les élections dans les différentes chambres, il y a eu certains reports. Le plus important, c'est que pour la première fois, la volonté politique de Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, aidant, nous allons aller à ces élections effectivement. Nous allons avoir des bourgmestres élus et la démocratie va vivre pleinement, va être vécue pleinement au niveau de la base. Donc, ce report-là, ce n'est qu'un report. Le plus important, c'est que les élections vont avoir bel et bien lieu. Les difficultés, il y en a bien entendu. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi décide que les bourgmestres, que la démocratie soit vécue pleinement à la base, c'est après qu'il ait nommé déjà ceux qui sont donc en fonction. S'il devait se satisfaire de ça, il pouvait s'y arrêter. Mais comme c'est un démocrate, il veut que la démocratie soit, que la volonté populaire soit celle dont sont issus les décideurs, les dirigeants donc à la base. Voilà. Donc la volonté politique est là. Donc nous allons aller, ces élections auront bel et bien lieu. C'est à travers les formateurs de haut niveau et experts en territorial que le gouverneur et vice-gouverneur des provinces nouvellement élus ont été outillés ce mercredi 19 juin 2024 sur des matières de la bonne gouvernance en territorial.
Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Menchabani, a invité ces derniers à s'impliquer davantage pour le développement de leurs provinces respectives. Le développement de notre nation, de notre République, a pour, entre autres exigences, de voir nos provinces, nos territoires se développer. Et les acteurs majeurs de ce développement, c'est principalement vous, les élus de ces provinces, les élus à qui les représentants de ces provinces ont donné la responsabilité de gérer ces entités. Satisfaits de l'initiative, les participants ont tous réitéré leur volonté à mettre en pratique les matières assimilées tout en respectant les règles et lois établies par le pays. Je peux vous rassurer que le gouverneur de province, au nom desquels j'ai pris la parole, sont satisfaits de cet échange et souhaitent que des séances du genre soient organisées régulièrement, étant donné que la conférence de gouverneurs se tient une fois l'an. Aussi, avons-nous pris acte de tout ce qui a été enseigné et espérer que nous allons travailler dans le strict respect des lois et règlements de la République. Il est de noter que cette activité a été sanctionnée par la remise des lettres et des notifications de chaque gouverneur et vice-gouverneur pour diriger leur province. C'est une cérémonie de la publication du rapport du cycle électoral 2019-2023 de la mission conjointe d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Église du Christ du Congo. C'est le révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC, qui a livré le contenu de ce document. Ce rapport retrace le contour des opérations d'identification et enrôlement des électeurs au jour des différents scrutins directs et indirects, en passant par la campagne électorale avant d'aboutir aux contentieux électoraux. En réaction, la Commission électorale nationale indépendante n'est pas du tout d'accord avec le contenu de ce document. Ce rapport donne l'impression que rien n'a marché pour revenir à la case de départ et à faire croire aux différents bailleurs de fonds que le chemin est encore long vers les élections de meilleure qualité. Ce rapport prête à la CENI des pouvoirs qu'elle n'a pas, tels que la sécurisation du processus électoral, mais la CENI n'a pas d'armes, elle n'a pas non plus de munitions, elle n'a pas d'éléments. Ça, c'est l'apanage total du gouvernement. La CENI tient à préciser ceci. La CENI a, contrairement à certaines prédictions de mauvais augure, organisé le 20 décembre 2023 les élections directes et combinées du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux, ainsi que celles des conseillers communaux dans le chef des provinces, dans les chefs-lieux des provinces. Notons que les élections municipales n'ont jamais plus été organisées depuis plus de 37 ans dans notre pays. Vous n'en parlez pas dans votre rapport. Notons par ailleurs que le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Chollet, a fait un certain nombre de recommandations aux trois principales institutions de la République démocratique du Congo, notamment le président de la République, le Parlement et le gouvernement, pour ne pas retomber dans les erreurs du passé, ainsi améliorer dans le futur le processus électoral en République démocratique du Congo. Alors, Mardo Chintele, le projet du gouvernement souminois, à votre avis, un projet réalisable? Oui. Expliquez-vous. Un projet réalisable, parce que vous avez vu, il y a 92 milliards de fonds qui doivent être mobilisés. Moi, j'ai aimé, n'est-ce pas, cette audace, c'est très très important. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier ministre ou un premier ministre qui passe avec un tel discours. Mais Félix Tshisekedi, nous avons enregistré beaucoup de distinctions dans la mobilisation de recettes. Moi, ça ne m'étonne pas. Je suis très à l'aise avec ce que je dis. Vous avez vu que les régies financières, n'est-ce pas, se sont distinguées, que ce soit la DGDA, que ce soit encore la DGI, ont fait un grand travail.
Personne ne peut remettre en cause, n'est-ce pas, la politique est mise en place par le président public à travers son gouvernement pour mobiliser assez de recettes, n'est-ce pas, et répondre aux différents besoins désirateurs de notre population. Madame Soumino, j'ai vraiment confiance en elle, laissez-moi vous dire ça, avec la participation de plus de 43% de femmes à la gestion de la chose publique, moi je trouve que c'est une autre façon de faire les choses. Parce qu'on dit mieux faire, c'est faire autrement. Faire autrement, c'est adapter de nouvelles méthodes, de nouvelles personnes qui sont engagées, n'est-ce pas, et déterminées à faire valoir les compétences au service de la population. Je vis la volonté qui est dans la première ministre, Madame Judith Suminwa, avec tous les membres de son gouvernement, et surtout qu'il travaille pour rester dans l'ombre de la vision du président public, Félix Tshisekedi, qui a commencé depuis 2018, parce que vous savez que son projet de société s'intitulait « Anéantir la pauvreté ». Et nous avons foi. Les Congolais doivent soutenir leurs institutions. Les Congolais doivent éviter des préjugés. Ils doivent faire confiance. Parce que là, nous travaillons pour que la loi budgétaire qui serait, n'est-ce pas, votée, soit être à mesure de pratiquer même à 70-80%. Qu'on mobilise de recettes, parce que quand nous avons des recettes, nous avons la possibilité de financer autant de projets qui sont retenus sur les rubriques budgétaires ou les projets d'investissement. C'est très important. Et j'exhorte aussi aux ministres de bien pouvoir mettre devant la population dans leurs domaines respectifs. Je sais, Madame la Première ministre coordonne, mais je pense que son engagement doit être important. Vous appelez la population congolaise à éviter des préjugés, mais vous l'aviez certainement suivi lors de la publication du gouvernement souminois, notamment la ministre de la Jeunesse, que les peuples congolais essaient de découvrir. Il y a eu beaucoup de spéculations autour d'elle. Elle est de votre famille politique. Si. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la communauté congolaise et internationale qui a assisté à ces spectacles communauté nationale et internationale peuvent donc aujourd'hui retenir de la patronne aujourd'hui de la jeunesse? C'est une femme qu'il faut, trentaine d'années, moi je connais Noëlla. Je la connais très bien, c'est une femme de caractère. C'est une femme mariée, elle a 2 enfants. Et nul n'ignore que Noëlla fut la bourgmestre adjointe de Ngaliema. Elle a grandi dans la famille politique de Fifi Masuka Saini. Elle a été bien éduquée, préparée à la gestion de la chose publique. Pour les gens qui ne connaissent pas, donc elle n'est pas là comme un cheveu tombé dans la soupe. Non, c'est n'importe quoi. Ce sont des fictions qui relevaient de l'imaginaire de quelques frustrés qui ont voulu le frotter l'opprobre parce que quelqu'un attendait être nommé ministre. Ils voulaient la frustrer pour dire voilà, il fallait nous au lieu d'elle. Et les gens ne la connaissaient pas, sont partis emprunter les images des personnes inconnues pour les adapter à Noëlla, ce qui n'était pas vrai. Et vous savez, nous, on était à l'aise de notre côté parce qu'on dit on ne peut pas spéculer sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous voulons encourager notre ministre à bien travailler et laissez-moi vous dire que Noëlla va surprendre beaucoup de personnes. Avec toute la situation qu'on a, elle va surprendre parce que... Le phénomène Koulouna, ce sont de jeunes. Il y a beaucoup de besoins pour la jeunesse. Il y a une politique qui serait mise en place selon les difficultés, selon les besoins et tout ce qui va se présenter à la tête de la jeunesse pour être à mesure de faire mieux. De faire mieux. Et faites-nous confiance, faites confiance à notre ministre de la Jeunesse. Je trouve que la population congolaise devrait en tout cas remettre en cause tous ces genres de campagnes de diabolisation orientées vers notre ministre qui représente, n'est-ce pas, la fierté parce qu'elle sort de l'école Masuka, là-bas il n'y a pas de bêtises. Je sais que c'est une femme qui a été préparée pour gérer et elle va bien gérer. C'est une femme de caractère, d'une probité morale et je sais qu'elle va bien prouver à travers ses compétences la gestion de ce ministère. Alors comment est-ce que vous avez accueilli la correspondance du ministre de la Justice, Constant Mutamba? Certainement vous le suivez en tant que politique, les actions qu'il est en train de prendre, notamment des actions contre les homosexuels, nuisances sonores. Comment est-ce que vous avez accueilli ces différentes mesures qu'il est en train de prendre? Moi, je sais le ministre d'État, le ministre de Justice Gatso, Constant Mutamba, un jeune comme moi, que j'apprécie aussi. Alors, tout ce que je n'ai pas apprécié, c'est le chien qu'il avait amené le jour de la mise de reprise. Le chien? Oui. Alors, le reste, ça me plaît. Parce que vous savez, avec cette nouvelle énergie, Constant dit que nous ne voulons pas de défadés. C'est normal, nous sommes des Africains. Même la loi, quand on vote une loi, on doit tenir compte de différents facteurs. Parce que sinon, si ces facteurs ne sont pas pris en compte, n'est-ce pas, la loi va souffrir et elle aura des difficultés pour sa mise en exécution. Des PD ou les systèmes gays en Afrique, ça n'existe pas. Ça doit exister par l'imposition, l'influence de ceux qui vont en Mais aujourd'hui, il y a des juristes qui remettent quand même en cause cette vision. Bon, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Allez-y. On dit ceci.
les magistrats sont régis par le principe de la légalité des délits et de peines. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est prescrit dans la loi qui doit être appliqué. Si cela n'est pas au préalable, garanti dans les 4 sources de loi, parce que nous avons 4 sources, mais parmi les 4, il y a des sources proprement dites, n'est-ce pas, du droit. Nous avons, les 4 sources, lesquelles, pour permettre à la communauté de comprendre? Nous avons la loi, nous avons la coutume, nous avons la jurisprudence et nous avons la doctrine. Mais parmi les 4, tous ne sont pas du tout les sources du droit. Il y a des autorités en droit et des sources du droit. Les 2 sources, c'est la loi et la coutume parce que ça commande, ça oblige. Maintenant, les autorités recommandent qu'on les suive. C'est comme la doctrine où il y a des ouvrages que les professeurs ont écrits, ainsi de suite. Dans la jurisprudence, il y a des décisions. Lorsqu'on n'a pas trouvé de solution dans les 4 sources du droit, on va recourir au génie créateur, n'est-ce pas? Donc, il est dans la jurisprudence? La jurisprudence. Okay. Ce sont des autorités en droit, ce ne sont pas des sources du droit. Mais les sources proprement dites, c'est la coutume, n'est-ce pas? Et la loi. Dans la coutume congolaise, il n'y a pas de mariage entre hommes et femmes. Et hommes, femmes entre femmes. Ça n'existe pas. Et moi, je trouve que la décision de l'autorité, la décision du ministre, c'est pour décourager, n'est-ce pas, les systèmes gays et lancer la procédure de mettre en place une loi, n'est-ce pas, interdisant. Mais est-ce une priorité pour le moment? Pourquoi pas une priorité? Parce que c'est une opprobre pour la communauté congolaise. Vous trouvez des gens qui se livrent à des pratiques inutiles. Un homme, au lieu de travailler, gagner sa vie, épouser, construire sa famille du demain, il va se faire un gay. Un homme avec les hormones de la masculinité se fait passer pour une femme. C'est une opprobre. Moi, je vais vous dire, même dans le comportement, laissez-moi vous dire, moi, je ne suis pas contre eux, je n'ai jamais serré ma main à un gay. En tout cas, moi, ça me choque. Et comment tu sauras? Je vous dis, ils sont nombreux. Il y a même ceux qui se comportent comme femmes. Vous le voyez. Il a même... Et ceux qui sont en cravate? En cravate, je ne sais pas, entre guillemets. Il y a ceux qui se maquillent comme vous. Vous étiez une femme, vous trouvez un homme qui se maquille et se fait passer pour une femme. Allez-y sur les réseaux sociaux. Moi-même, je disais que même le ministre peut aller plus loin pour interdire toute forme de publication de type, n'est-ce pas, homosexuel sur les plateformes publiques congolaises. Interdire même aux influenceurs, c'est comment on les appelle, de nous exposer leur corps sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Des tiktokeuses, tout ça. Bien sûr. Alors, les juristes qui veulent combattre la décision du ministre de Justice, moi je trouve que c'est pas mauvais. Ce n'est qu'une introduction, c'est un processus. Je sais que la décision peut être là pour les avertir que nous ne voulons pas de ce genre de comportement dans notre pays. Et voilà, on peut initier un projet de loi, n'est-ce pas, sur l'interdiction, n'est-ce pas, de comportement des femmes, le mariage entre femmes et puis entre hommes dans notre pays. Moi, je suis d'accord, je les soutiens dans ces processus. Alors, comment est-ce que vous réagissez à des voix qui s'élèvent pour dire que Félix Tshisekedi n'aurait pas pu confier le ministère de la Justice à un opposant? Moi, je ne pense pas que les gens qui disent Félix Tshisekedi, je ne sais pas, nous pouvons beaucoup parler, mais prenons d'abord la personne de Moutamba. Moutamba, c'est un garçon très intelligent. C'est un juriste, il a bien étudié, il a fait ses études, il maîtrise ce qu'il a appris. C'est un avocat, il fait sa carrière. En même temps, il fait la politique, il est tout jeune. Tshisekedi, à l'époque, était ministre de Justice. Il venait à peine de finir le Vanium, il était licencié en droit. Il a fini, il a fait le doctorat, il est revenu. Aujourd'hui, pourquoi ne pas faire ça à Moutamba? Parce qu'il y a des choses qui sont... La crainte est que, est-ce qu'un opposant va répondre à l'esprit ou agir, poser des actes dans l'esprit? C'est une mauvaise conception, une mauvaise compréhension de l'opposition. Moutamba fait de l'opposition républicaine. Ce qui est bon, il fait. Ce qui est mal, il condamne. C'est comme ça. C'est ça l'opposition républicaine. Il est dans le gouvernement. Il participe pour le bien-être de sa population parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Ce qui est important, c'est que Moutamba fasse le bien pour changer beaucoup de choses. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi-même, je voudrais aller plus loin pour qu'on utilise même la chicotte. Vous voyez en route ici, le chauffeur ne comprend pas. Il y a crise, il y a les habitudes de Feu Mouzé. Je suis d'accord. Vous avez amené ça. Les gens ont fait beaucoup de campagnes de sensibilisation, de ceci, de cela. Ça ne va pas. Et vous trouvez même que... Les ondes sonores, il y a eu beaucoup de campagnes. Le gouverneur a pris plusieurs décisions, mais rien. Vous avez un militaire qui arrête de la moto, un militaire qui arrête n'importe qui. Il dit, vos mauvais stationnements, même un FARDC peut arrêter en route ici. Et nos policiers qui sont en route, ils n'arrêtent pas, ils sont... Et curieusement, là où il y a beaucoup déroulage et FARDC, c'est là qu'il y a des embouteillages. Mais c'est là qu'il y a des embouteillages parce qu'ils font la mendicité.
C'est de la mendicité, c'est une mauvaise image que la police spéciale de roulage est en train de faire. Chaque fois que vous voyez les réseaux sociaux, on arrête un policier parce qu'il est parti bloquer le volant d'une dame. Vous avez suivi récemment un policier qui a pris même en otage, n'est-ce pas, une ambulance avec un malade en train de souffrir. Vous voyez, ce sont des choses, moi je suis d'accord avec Constant Moutamba sur beaucoup de choses. Je fais qu'avec un mélange des mesures, ça peut bouger beaucoup de choses. Et mettre en place une unité. Je voudrais vite m'adresser au gouverneur de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba, qui a d'ailleurs repris ses fonctions. Oui, monsieur le gouverneur, je pense que vous me suivez. Va négocier avec l'armée qu'on vous donne une unité spéciale de la garde républicaine pour régler la route. On peut chasser le police de roulage sur la route et mettre les militaires pour régler la circulation. Et quand il y a la garde républicaine, il y a de l'ordre. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Et puis de deux, les bourgmestres qui sont ici, ils font quoi? Même des petits trous comme ça. Ils ne sont pas en mesure de prendre même le brouette pour venir régler la situation. Alors moi je voudrais que le gouverneur commence par ces petites choses, c'est très important. C'est très important. Le gouverneur doit aussi penser à construire des parkings dans chaque commune. Ce sont des sources de revenus. Il peut construire des parkings en étage, ça peut générer des recettes, mais ça peut diminuer les carcasses de moteurs et des véhicules sur les avenues. Vous voyez que les avenues sont venues petites comme ça. Chacun parque là-bas et c'est difficile que le pays, la ville trouve sa beauté. Les services d'hygiène qui avaient... Est-ce que ça existe encore? Ça n'existe plus. Les gens, vous avez la matière fécale partout, vous vous promenez, c'est partout où c'est sale. Et les gens qui pensent au développement... ça doit devenir un slogan. Vous comprenez? Et en même temps, imposez-vous. Nous avons besoin d'une petite dose de dictature. La société civile doit prendre son mal en patience. Que nous voulons que la chicotte revienne pour aider les gens à comprendre les choses facilement. Merci bien. Parce que la bouche ne guérit plus. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Je me suis moqué de sa déclaration. Parce qu'en principe, dans notre pays, quand quelqu'un grandit, il devait devenir beaucoup plus sage. Mais notre aîné Franck Diongo ne l'est pas, malheureusement. Parce que quand il traite le président Félix Tshisekedi de dictateur, il dit même la dictature s'est accentuée, je me suis posé la question, il compare Félix Tshisekedi à quel autre régime? S'il compare au régime de Joseph Kabila, lui-même, Franck Diongo, c'est un cas, parce qu'il a été arrêté sous le régime Kabila, condamné, bien qu'il avait raison, et il est resté en prison jusqu'au départ de Kabila du pouvoir. Il a fallu que Félix Tshisekedi arrive pour lui donner la grâce présidentielle, mais parce que Félix respecte les droits, l'état des droits, on l'a même jugé en appel pour qu'il soit acquitté. Et sous le régime de Félix Tshisekedi, il a été soupçonné d'un certain nombre d'infractions. Franck Diongo a été aussi arrêté, jugé et libéré dans moins de 2 mois. Donc, ça veut dire qu'il devait comprendre que Félix Tshisekedi fait la promotion de la démocratie. Parce qu'il est né dans le combat pour la démocratie, il a grandi dans le combat pour la démocratie, et lui-même est en train de mettre en œuvre aujourd'hui la démocratie. Comment on peut accuser un régime de dictature lorsque dans ce régime, il n'y a pas de répression de manifestations, il n'y a pas de prisonniers politiques arrêtés, il n'y a pas de médias qui sont fermés, il n'y a pas de journalistes arrêtés ou tués. Donc c'est juste une manière pour Franck Diongo de faire parler de lui. Vous savez que les gens disent qu'il est en exil politique. Moi, j'ai dit qu'il est en retraite politique. Groupes parlementaires qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion,
c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement, Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau du rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires et surtout de désenclavement de l'arrière-pays. Voilà donc un certain nombre de questions qui ont été mises en exergue dans cette évaluation et le bureau va continuer à travailler en intégrant dans sa perspective les attentes du peuple congolais. Il est important que le rapport entre les élus qui ne sont que de représentants du peuple et ce peuple soit reconnecté et qu'on soit concentré, n'est-ce pas, sur les attentes de la population et non sur des questions périphériques. À la question de savoir si le prévenu Punguluamba Papi et Numbi Koulou Christian sont coupables de l'infraction mise à leur charge. À la majorité de voix des membres, par scrutin secret, la Cour militaire déclare le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite sans fin. Mais le frère en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. Après avoir été incapable de présenter un candidat commun de l'opposition en 2023, les voilà dans leur supposé acte 2, encore une fois de plus, incapables de se mettre autour d'une table pour présenter ou désigner un porte-parole de l'opposition. Les mêmes recettes et formules sont appliquées depuis plusieurs décennies. Et malheureusement, elles n'ont apporté aucun résultat positif pour le peuple congolais. Il se dégage que notre opposition congolaise n'a pas pu se réinventer. Et cela, constaté dans les chefs des différents animateurs politiques de l'opposition congolaise, qui sont restés campés dans les jeux des discours politiques, ayant le même contenu vide et démagogique, ne profitant aucunement aux besoins réels du peuple congolais. Faut-il encore croire à cette opposition qui nous a démontré son impuissance à se mettre ensemble, décrédibilisant et affaiblissant l'opposition ainsi que les aspirations de tout un peuple. À l'heure actuelle, l'environnement politique congolais a besoin d'une opposition créative, crédible et politiquement clairvoyante. En termes simples, la RDC a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière les intérêts publics, car les égos des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Nous, Alternative 2028, le camp de la République, désavouons avec la plus forte énergie tous ces animateurs qui ont pour mission de l'affaiblir et de la décrédibiliser. Il est temps que le peuple congolais comprenne que ce n'est pas avec ce prototype d'opposition que nous allons changer la destinée de notre pays et celle des 120 millions d'habitants. L'opposition ne devrait pas être une chasse gardée de certaines figures égocentriques. Par conséquent, une nouvelle génération d'opposants doit se lever, s'organiser pour faire mieux. Ainsi, nous proposons qu'il y ait un nouveau mode de désignation du porte-parole
de l'opposition, qui soit ouvert à toutes les forces politiques de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Ceci pour mettre fin à l'hégémonie égoïste d'une certaine classe politique. Mardoché Ntsele, vous avez posé une question importante. C'est d'ailleurs la question que plusieurs Congolais se posent. Que font le bourgmestre? Le bourgmestre ne faut rien. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ne sont là que pour les mariages. C'est ce que j'allais dire aussi. Alors, célébrer le mariage, voir ce qu'ils peuvent gagner, signer des petits contrats, des imprimés de valeur, comme il y avait eu des conflits entre la province. Et ils disent, voilà, la province entend dans ses attributions. Ce sont des aventuriers. Les bourgmestres, vous êtes des aventuriers. Je le dis en connaissance de cause. Les communes sont sales. Même dans leur propre bureau, ce n'est pas propre. Les agents restent dans des choses en plastique. Il y a des communes, là, quand vous entrez... Les communes, c'est devenu des garages. Excusez-moi. Des parkings. Des parkings. Et les gens font parquer là-bas. Et vous allez à Lingouala, vous voyez les prostituées la nuit, devant la commune, en train de faire leur service comme ils le font, devant la commune. À partir de 19h, la commune de Lingouala, vous verrez des prostituées. C'est quel type d'image? C'est quel type d'image? Vous avez les sauts de moutons où on affiche de n'importe quoi. On dessine n'importe quoi. La beauté lors de l'inauguration de quoi de sauts de moutons, c'est différent avec ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont des fours. Ce sont des fours. Bon, les enfants de la rue, bien sûr, il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Et curieusement, aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 mois des élections, mais il y a toujours des affiches de la campagne électorale. Mais écoute, un peu. Les églises de réveil, je pense que le ministre d'État, ministre de Justice, devrait encore plus s'y pencher. Il a pris une décision. Il y a des affiches partout. Des affiches partout. Des affiches sur même des poteaux de pendeurs solaires, il y a des affiches. Mais vous allez dans les ascenseurs, vous vous imaginez même dans les ascenseurs, il y a des affiches. Même quand ils payent pour afficher où? Sur des poteaux. C'est sale. Sur des poteaux. C'est pourquoi il dit qu'il faut imposer le civisme avec la chicotte. Dites quand même à la communauté aujourd'hui qui est en train de vous suivre le travail des conseillers communaux. Que font les conseillers communaux? Les conseillers communaux, vous savez, on va les mettre les députés de l'Assemblée qui vont devoir, n'est-ce pas, devenir comme des autorités budgétaires. OK? Pour commencer à travailler sur les budgets, n'est-ce pas? Contrôler le travail de la commune, n'est-ce pas? Suivre de plus près la mise en exécution de programmes, n'est-ce pas, des communes. Et ils peuvent aussi faire sauter le bourgmestre de commune. Les conseillers communaux. Bien sûr. Et c'est presque le même travail que fait les députés provinciaux. Ah, ok. Parce que là, vous avez le système aussi avec l'élaboration du budget participatif. La population peut participer à l'élaboration du budget. Mais actuellement, ce sont les conseils communaux qui s'approprient la chose. Ils deviennent les autorités budgétaires. Ils doivent travailler aux côtés. Et pour plus d'éclaircissement, vous allez voir que les prochains bourgmestres auront des mandats limités parce qu'ils seront votés par les conseillers. Et les conseillers urbains et les conseillers communaux vont voter les bourgmestres. Alors, vous venez de parler des conseillers urbains et la CENI qui a annoncé des contraintes financières pour organiser les élections qui restent notamment pour les conseillers urbains et le bourgmestre et bourgmestre adjoint. Quelle est la mission des conseillers urbains? La mission des conseillers urbains, je pense, pour voter le maire de ville. Ah, les maires. Le maire de la ville, maire de la ville adjoint. C'est comme ça, c'est pareil. C'est niveau, vous savez, la hiérarchisation des ETD. Nous avons ville. Est-ce que la RDC, au regard des défis en face du pays, a besoin de tout ça? A besoin de tout ça. Cette organisation favorise le développement à la base. Alors aujourd'hui, que la CENI n'a pas de moyens pour organiser, il y a deux voix qui estiment que Félix Antoine Tshisekedi devrait nommer les conseillers urbains. Mais tout le monde peut s'élever. C'est comme j'ai vu un jour quelqu'un dire, voilà, le chef de l'État va payer, il doit nommer le gouverneur. Mais j'ai dit, tiens. Moi seulement vous rêvez, vous dites, voilà, on va nommer le gouverneur. Non, là, il faut changer la forme d'État. Il faut changer la constitution, il faut toucher quelques dispositions, il faut changer le régime. Est-ce que Mardoché est favorable à la révision de la constitution? Oui, je suis très favorable à la révision de la constitution. Et qu'est-ce qui vous énerve dans cette constitution? Moi, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui favorisent la balkanisation de la République. Moi, je parle d'abord de la balkanisation parce que la sûreté de l'État, bien sûr. Qui favorise. Je prends la disposition constitutionnelle, l'article 217. N'est-ce pas, de la Constitution, qui parle, n'est-ce pas, de l'octroi, n'est-ce pas, d'une portion de souveraineté à un autre État pour l'unité africaine. C'est diabolique, ces dispositions, parce que vous avez suivi un professeur qui a même fait, qui a demandé à la Cour
qu'on pouvait même introduire une requête pour favoriser, n'est-ce pas, la révision. Mais moi, je ne suis pas pour le changement de la Constitution. Le changement, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on efface tout ce qu'il y a. Mais oui, il y a des voix qui estiment qu'il faut tout recommencer pour que cette Constitution soit taillée aux réalités de la République démocratique. Donc, quand on annule tout, on recommence. C'est-à-dire que même le combat de Etienne Tshisekedi tombe. Parce que Etienne Tshisekedi a milité pour le multipartisme politique. C'est garanti dans cette Constitution. Et c'était un succès pour son combat. Vous ne pensez pas qu'il faudra peut-être repasser en revue chaque article pour valider? Passer en revue, ça c'est une révision constitutionnelle. Il y a des dispositions qu'il faut enlever, il y a des dispositions qu'il faut adapter au niveau de Et il y a des dispositions qu'il ne faudra pas toucher si on est dans la révision. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un dit qu'il faut nommer, on nomme comment? Parce que l'article 220 de la Constitution verrouille qu'on touche, n'est-ce pas, aux attributions des ZTD au sein de la Constitution. Ça ne peut jamais faire l'objet d'une révision constitutionnelle. D'où il faut que le chef d'État réfléchisse pour travailler, comme le gouvernement vient de commencer, et mettre à la disposition de la CENI de moyens pour la continuité. De l'extérieur où il se trouve, il a annoncé être en exil, et il s'agit de Franck Djongo, qui a traité Félix-Antoine Tshisekedi de dictateur. Bon, moi je peux parler de Franck Djongo sur ce plateau. Franck Djongo représente quoi? C'est un opposant. Un opposant poids mouche. Au Congo ici, il n'a même pas 30 militants derrière lui. Franck Djongo, je vais parler de lui, pourquoi il est déjà au soir de sa vie. Il n'a rien apporté au Congo, à faire du folklore derrière quelques opposants qui ont un peu de santé politique. Et puis Franck Djongo, même s'il va en opposition, d'abord, moi, ça ne représente rien. Mais il n'est pas le seul à dire que Félix Tshisekedi c'est un dictateur. Il y a également le Front commun pour le Congo, la famille politique de Kabila qui l'a dit sur ce plateau. Même eux aussi, moi je ne peux même pas placer le mot là-bas. Un dictateur, il viole la Constitution. Et parle de la dictature, Félix Tshisekedi qui a organisé les élections d'abord transparentes. Sous Kabila, qui pouvait passer à la télé critiquer Kabila, qui pouvait les taxer d'étiquettes, ainsi de suite, mais on a taxé de tout et de rien. Tshisekedi n'a pas mis des gens en prison parce qu'ils l'ont insulté. Vous n'avez pas vu les services de l'ANR derrière tout le monde pour les tuer et faire n'importe quoi. Vous avez une population qui continue à vivre sa démocratie. Ce qu'ils ont mal, c'est la honte de voir Tshisekedi en train d'émerger, travailler nécessairement. C'est sous Tshisekedi. Mais entre-temps, il y a beaucoup de ventres affamés en RDC. Bien sûr, je suis d'accord. Mais laissez-moi vous dire. Et la situation devient quand même de plus en plus pire parce que il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau et sous Kabila il y en a d'eau. Oui, il n'y a pas. Congo Web peut faire autant de jours sans courant, hein. Parfois avoir même une semaine sans courant, sans eau. C'est un cas, mais non, mais c'est la commune de la Gombe. Je vais revenir là-dessus, mais ça ce n'est pas de la responsabilité du président public. Parce que vous savez, ils sont tous dans la vision du président de la République. Et tout ce que vous avez chargé sous le dos de Kabila hier, ce n'était pas aussi de la responsabilité de Kabila. Non. Quand moi je parle de Kabila, vous savez, moi je sais de quoi est-ce que je parle. Je prends un exemple. La situation de l'insécurité à l'Est. N'est-ce pas? C'est pour une première fois qu'un président civil décrète un état de siège. Ok? Et vous avez vu le retombé de l'état de siège. Et puis de deux. C'est sous Félix-Antoine Tshisekedi que la communauté internationale a été condamnée à reconnaître que le Rwanda, c'est l'agresseur principal du Congo, avec le preuve à l'appui. Vous comprenez? C'est pour la première fois que la diplomatie, prenez pas Félix-Antoine Tshisekedi, apporter des fruits positifs. Alors, brièvement, laissez-moi vous dire que c'est un processus. Ce n'est pas facile. Ça ne se fait pas par un coup de bateau magique. Alors, c'est ensemble qu'on puisse réussir. Ceux qui critiquent Tshisekedi des dictateurs, nous acceptons que les critiques, ce sont des sanctions. Mais nous sommes ceux qui les font de mauvaise foi. Ceux qui le font de mauvaise foi, que votre Tshisekedi, il va sombre partout, ça je ne suis pas d'accord. Alors ce que moi je voudrais vous demander, c'est que Félix Tshisekedi, c'est celui qui est venu le livrer ce pays. Il va le remettre sur les sillets de fonctionnement normal. C'est lui qui pourra remplacer Tshisekedi, serait très à l'aise de continuer à diriger ce pays parce qu'il fait le bon combat pour, n'est-ce pas, aider ce pays. Vous êtes de l'Union sacrée de la nation aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de voix qui estiment que l'Union sacrée de la nation, maintenant il y a deux camps et d'autres vont quand même loin pour remettre aussi en cause le leadership de certains membres du Présidium, notamment Augustin Kabouya. Vous savez, moi c'est au moins immoral, excusez-moi, c'est vraiment immoral de ne pas reconnaître les compétences, n'est-ce pas, et le sens du leadership d'Augustin Kabouya. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, mais je l'observe. Kabouya, c'est l'unique de l'UDPS qui a commencé comme un soldat de rang, n'est-ce pas? Président d'une cellule, président d'une section, président fédéral, secrétaire généraux nationaux, secrétaire général, et aujourd'hui, jusqu'à devenir coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. Ce n'est pas pour un bouchon de pain, c'est que le cursus de Kabouya a impacté positivement partout où il est passé. Je vais plus loin. L'UDPS, aujourd'hui victorieux avec
Kabouya, qui peut le remettre en cause. Et vous voyez l'Union sacrée de la nation sans dissidence à la tête Kabouya qui prend l'unité, l'inclusivité et les intérêts. C'est au clair. Il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de tournement, il n'y a pas de coup bas. Vous comprenez? Moi, j'ai eu à comprendre comment Kabouya fonctionne. Je suis très content, laissez-moi vous dire, je suis désolé d'entendre les gens combattre. Sa structure de gestion, bien sûr, des ambitions. J'ai vu même les gens combattre la structure des ambitions. C'est pour une première fois que ça existe parce que ça se faisait au nom du militantisme, au nom de la famille, au nom des connaissances qu'on peut prendre quelqu'un et le recommander dans un parti. Aujourd'hui, Kabouya met en place une commission de gestion des ambitions pour permettre à tout le monde de répondre aux principes et gagner de la place au sein du cabinet. Parce que c'est pas tout le monde qui serait satisfait. Alors ça, c'est quelque chose à aimer, parce que c'est pour des raisons de transparence que Kabouya le fait. Moi, je veux dire aujourd'hui, l'UDPS est tenu que par Kabouya. Les militants trouvent leur souffle en Kabouya. Dans une démocratie, chacun peut parler de sa façon, de remettre en cause, mais aller plus loin pour toucher à mal les compétences, les leaderships et tout ce que Kabouya fait pour la stabilisation du pouvoir, moi, je suis triste. Alors, moi, je voudrais dire qu'il faut faire confiance à Kabouya. Kabouya, c'est un pion très important. Une personne de loyauté. Parce que vous pouvez avoir vos compétences, parler vos français comme vous voulez. Vous n'êtes pas loyal, vous n'êtes pas compétent. En silence, vous en politique, ça passe pas. Et vous voyez ce que Kabouya a fait, c'est très grand. Il a mérité la confiance du président public et il peut toujours continuer à le mériter. Moi, je voudrais appeler les militants de l'UDPS, les cadres de l'UDPS. Vous êtes son porte-parole? Moi, je ne suis pas porte-parole. Moi, je n'ai même pas le numéro de Kabouya, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... vous l'observez de loin? J'observe de loin, je suis d'accord avec ce qu'il fait et je veux que l'UDPS soutienne Kabouya, sa vision, pas encore redonner plus, n'est-ce pas, de l'image. Vous voyez, dans un speech, Kabouya dit aux militants, respectez le ministre. Mais c'est pas donné à tout le monde. Vous êtes avec lui, celui-ci a gagné. Alors, allez-y répondre. Vous honorez l'ordonnance du président public, Félix Tshisekedi, c'est bien. Il prêche aux gens les bonnes manières. Comment est-ce que vous pouvez vous comporter? Vous voulez dire que Kabouya est mal compris? Il est mal compris, mais je pense beaucoup ont compris. Mais ce sont les jaloux qui les font de bonne foi. De mauvaise foi, excusez-moi. Ils le voient, ils connaissent que Kabouya est bon. Il est compétent, il est capable d'ignorer les gens, il est capable de faire ceci, faire cela, et ils le font en connaissance de cause, à bon escient. Alors moi, je voudrais vous dire ce que Kabouya mérite là où il est, et je sais qu'on peut le faire confiance. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de Info 7. Dans sa mission de lutter contre toute menace pesant sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a fait usage de ses capacités pour s'imposer au front. Face aux rebelles du M23 RDF appuyés par les Rwandais, les forces armées de la République démocratique du Congo l'ont emporté dans les territoires de Massissi et Rutshuru, où elles ont réussi à récupérer plusieurs villages. À en croire les sources sécuritaires, il s'agit des villages de Bambo, Boutare, Kabizo, Mouchababwe, Boudanse et Boulimbi qui étaient sous contrôle de ces terroristes du mouvement du 23 mars. Tous ces villages ont été récupérés jeudi 20 juin. Le même source rapporte que des jeunes résistants Wazalendo ont pris la possession de la colline de Rukara à quelques mètres du Rwanda. Dans l'entretemps, des affrontements entre les FARDC et la coalition M23 RDF AFC ont été signalés sur l'axe Boulindi-Boutalongola à plus ou moins 15 km de Kania-Bayonga dans le territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu, comme l'a alerté la société civile locale. Mongabon Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Murongo, suivi d'arrosage de cet appareil ATR 72 de 68 places. Dorénavant, Mongabon Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province ou état des sièges en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, épris de paix et développement, a présidé la cérémonie inaugurale. C'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour
remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, sous l'état de siège pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 2 jours, soit du 19 au 20 juin 2024, les jeunes volontaires engagés à combattre les groupes armés dans le Nord Kivu ont été formés au cours de cette table ronde axée sur la paix, le droit humain et le droit international humanitaire à éviter les violences et toutes sortes d'exactions contre les civils. Cette initiative mise en place par les femmes engagées pour la paix en Afrique et le collectif des associations féminines pour le développement va orienter les bénéficiaires à défendre valablement la population victime des atrocités des forces négatives, notamment les rebelles M23 qui tuent dans le Nord Kivu sous couvert de l'armée rwandaise. Le Centre Femmes engagées pour la paix en Afrique, fait par un abrégé, a l'insigne honneur de vous accueillir à cette table ronde sur la paix, les droits humains et les droits internationaux humanitaires en faveur des volontaires pour la défense de la patrie. Il saisit cette occasion pour encourager les FARDC pour les efforts sans cesse renouvelés qu'elles fournissent pour accomplir leur noble mission. Tout en saluant l'initiative, le gouverneur militaire, le général Sirimwa Mikuba, a martelé son mot sur le respect des droits humains et les droits internationaux humanitaires afin de gagner la confiance de la population. Il nous reste, c'est changer les comportements. Changeons les comportements. Les arrestations arbitraires, les viols, les tueries doivent être comprises aujourd'hui comme une violation de la loi. Et c'est pour cela que nous avons mis ces termes droits humains, droit international humanitaire. Ça signifie que vous n'aurez pas des échappatoires après avoir terminé cette série de formations qui vous modèle et qui doit changer votre comportement. Je pense avec nous que nous serons conscients des châtiments qui vous seront réservés aux brebis galeuses. Après cette table ronde, les autorités locales espèrent voir une franche collaboration entre les jeunes engagés à combattre les rebelles au Nord Kivu et la population. Aujourd'hui, il y a encore de voix qui se sont levées pour condamner les attaques des M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, encore 2 morts dans cette partie du pays. À quoi sert toutes ces condamnations et la dernière, pas la dernière, mais enregistrée pour une grande institution ou une grande organisation, le Conseil de sécurité, qui vient encore pour la énième fois, Mardoché Sélé, condamner ces attaques. Vous savez, plusieurs sans fois... sanctionner, c'est là que ça énerve. C'est ce que je dis, oui. Plusieurs fois, ils ont condamné. Mais quand ils condamnent en Ukraine, il y a toujours de l'aide. Ils envoient des armes, ils envoient ceci. Ici, chez nous, ils condamnent, mais ils ne font rien. Alors, on s'en fout. On s'en fout. L'attitude qui me plaît, c'est l'attitude du président public Félix Tshisekedi, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas cédé, n'est-ce pas, à négocier avec ces aventuriers des M23 qui veulent intégrer nos institutions pour pouvoir pourrir la vie comme ils le font. D'ailleurs, on a encore demandé de négocier. Alors, non, il n'y aura pas de négociation. Moi, je vais dire ceci. Ce que nous voulons, c'est que prouver de quoi est-ce que nous sommes capables. Alors, nous avons déjà condamné ici à l'interne. Et ce qu'il faut faire, nous devons sanctionner. Notre sanction, c'est faire la guerre à ces gens-là. Mais est-ce que la RDC est déjà prête? Pourquoi pas? La question se Pourquoi pose. pas? Pourquoi pas? C'était la priorité, vous avez suivi, n'est-ce pas, lors de l'investiture du gouvernement. Vous avez suivi l'honorable Bitakwira qui a suivi la question à l'Est. Vous avez beaucoup de députés qui ont suivi et c'est la priorité des priorités. Je sais que le Congo va se défendre.
en ce qui concerne le menace contre la sécurité de notre pays, la protection de notre population. Nous allons nous battre et moi je veux que ce soit le devoir de tout un chacun. Le président de la République avait dit moins d'escarmouches et il devait réagir, mais bon, malheureusement, les Congolais sont quand même déçus. Parce que le président, la parole du président est sacrée, il a dit. Mais bien sûr, il sait de quoi est-ce qu'il a dit. Les gens interprètent. C'était pour intimider? Ce n'était pas pour intimider, c'était un message parce que plusieurs fois aussi Kagame nous a menacé de la sorte, n'est-ce pas? Il nous a menacé de la sorte, qui pouvait faire pareil. Alors, c'est un processus. C'est pour leur dire que nous sommes capables de répondre à tout moment que vous allez menacer les intérêts des Congolais. Mais les intérêts sont menacés, il y a des Congolais qui meurent, non? Vous allez voir la procédure qui a été suivie. On a condamné le chef de l'État à suivre le traité qui s'est passé. Il y a eu un accord. Entre-temps, il y a des Congolais qui meurent. En Angola, il y a eu un traité, n'est-ce pas? Un accord, je veux dire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le plan diplomatique, n'est-ce pas? Et on a essayé de poser ces processus. Et voilà, nous sommes en train, n'est-ce pas, de suivre ces processus. Après cela, je pense qu'on pourra passer outre. Et si le chef de l'État l'avait dit, et qu'il n'y avait pas tous ces processus diplomatiques qu'on avait imposés, n'est-ce pas, pour peut-être qu'à travers cela, on devrait avoir la paix. On pouvait avoir la paix. Mais cela n'est pas faisable. Je sais qu'il passe outre. C'est un message qu'il lance. Et le moment viendra où il va mettre ce message en exécution. Ce sont des gens de mauvaise foi qui veulent l'interpréter de leur façon. Mais sur terrain, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clauses que le gouvernement congolais doit devoir suivre parce qu'ils ont déjà signé pour que cela puisse aller et nous amener à la paix. Mais pourquoi le président devrait tenir compte de ça au lieu de le dire et aujourd'hui les Congolais quand même s'inquiètent de voir que le président ne respecte pas ses propres mots. Il le dit et il ne fait pas. Non. Le chef de l'État a anticipé. Il sait que nous sommes dans un processus de paix, n'est-ce pas? Et il y a deux pays qui nous accompagnent, il y a la sous-région et ainsi de suite. Et il a dit que voilà, si ça ne dépendait que du Congo, n'est-ce pas? Et que le Congo fait les chemins directs face aux rebelles, je pense qu'il pouvait farouchement répondre. Quelle doit être alors la position ou l'attitude du président de la République face à tous ces pays-là, identifiés comme agresseurs ou qui soutiennent le M23? Moi, je pense pour le moment... On trouve que Félix Tshisekedi est un peu très élégant. Hein? Non, pas très élégant. Attention. Attention. Ce sont les gens qui interprètent mal son attitude. Il est très énervé. Il sait que ce qui se passe à l'Est là. Il est préoccupé par la situation de l'Est. Alors, moi, je sais que le chef de l'État a voulu apurer toutes les voies, n'est-ce pas? Que ce soit diplomatique, que ce soit quel type de voie, des organismes internationaux, la communauté internationale et tout ce qui se passe là-bas, pour qu'il leur dise, voilà, je vous ai donné tout le temps, ok? Vous avez dit à travers vos résolutions, à travers ceci, à travers cela, vous pouvez imposer la paix dans mon pays. Alors, il est temps, voilà, je vais m'imposer moi-même mon pays face au Rwanda pour qu'on règle l'affaire. C'est comme ça. Il faut qu'il essaye de respecter tout ce qui est dit pour qu'il ne puisse pas avoir tort. Mais un moment viendra où Tshisekedi va leur dire, voilà, je suis fatigué. Entre-temps, il y a deux voix dans cette partie, dans la partie Est, qui demandent la levée de l'état de siège. Non, ça, ce sont des aventuriers qui veulent tirer leurs intérêts. Vous savez, avec l'état de siège, ça étouffe beaucoup des intérêts de quelques aventuriers qui, chaque fois, utilisaient la situation de l'insécurité pour gagner de l'argent, mairie des projets diaboliques, et puis avoir de l'argent. Les gens volaient. Même dans l'armée, l'administration de l'armée, plusieurs fois a été dénoncée ici. L'état de siège a verrouillé beaucoup de choses. Je peux vous dire que ce sont ceux gens-là qui font des bruits pour... On va lever les mesures d'état de siège. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'agression. On va lever pourquoi? Parce que la Constitution a garanti cela. C'est lorsque les menaces vont diminuer à l'est de la République qu'on peut lever et remettre le pouvoir entre les civils. Mais la zone est menacée par les gens armés. Il faut que les gens armés puissent prendre le pouvoir pour bien gérer et contrôler l'affaire. Entre-temps, la MONUSCO est en train de plier bagage. Ah oui. Et il y a des originaires qui estiment que c'est précipité. Non, mais précipité pourquoi? Ceux qui vivent à Goma, ceux qui vivent à Ituri, ceux qui vivent dans le Bukavu connaissent la vérité. C'est pas pour que les jeunes sont tombés là-bas dans des marches pour demander à la MONUSCO de partir. Vous voulez cracher sur la mémoire de ces gens qui ont vécu l'incapacité, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Il faut quand même saluer aussi le travail des FRDC et les Ouazalendo. Bien sûr, on ne peut pas passer sans féliciter les Ouazalendo qui jusqu'à aujourd'hui fait un travail de tintant. Et je voudrais même dire que tout le mouvement des résistants devrait aller rejoindre Ouazalendo pour faire un front derrière le RDC et faire reculer l'ennemi. Moi, j'aime et j'apprécie. Je voudrais que le gouvernement puisse continuer à
appuyer ces Congolais, ces patriotes qui ont vraiment les soucis de tout donner pour leur pays. Une guerre depuis un temps entre l'opposition. Qui doit être porte-parole de l'opposition? Mardoché Sélé, votre analyse de cette guerre entre les opposants? Moi, je pense on peut donner ça à Fayoulou. Martin Fayoulou? Ouais. Est-ce qu'il a député? Même non. Martin Fayoulou, il est opposant. Il est opposant. Il est opposant. Moi, je trouve qu'on peut donner à Fayoulou. On ne peut pas donner à Katumbi parce que Katumbi n'est pas... Mais il y a maintenant un front, Matata, Katumbi, non, Muzito, qui vient aujourd'hui de rejoindre l'équipe, mais Fayoulou n'est... Non, rejoindre l'équipe de qui? Les trois, les opposants, ceux qui sont en train de réfléchir. Mais écoute, Muzito, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a Muzito, Matata... Matata, Matata, écoute, Matata n'est pas politique. Matata, là, n'a jamais été politique. C'est quelqu'un qui jouit de l'opportunité. Donc, il est tombé au moment où la politique pouvait nous donner tout. Et donc, Katumbi est politique. Matata, c'est un mécontent. Katumbi aussi, c'est un mécontent. Katumbi, même, il a un parti qui est en train de disparaître, qui n'a aucune idéologie. Il a la sélection de quelques individus qui lui chantent. Matin, midi, soir, tout ça, c'est un parti où vous avez vu le tribalisme régner ici, les autres ont été chassés, ainsi de suite. C'est un parti qui n'a pas de vision. Donc, Katumbi ne peut jamais faire de la bonne opposition. Il peut seulement laisser sa haine faire son travail. Moi, je trouve que Muzito, oui. Fayoulou, oui. Matata, non, c'est un mécontent politique, tout comme Katumbi. Je pense qu'on va faire la part des choses. Dans l'opposition, nous avons besoin de têtes qui réfléchissent, qui, quand il apporte sa sanction, quand il condamne, quand il critique, c'est une critique fondée sur la gestion et non sur les individus. Vous voyez qu'il y a des politiciens qui amènent, n'est-ce pas, une dose de haine, de tribalisme dans la gestion de faire. Quand ils gèrent des individus, ils gèrent la masse, ils les divisent, ils les opposent. Nous voulons ceux qui unissent, ceux qui critiquent réellement la gestion de la République, parce que nous avons besoin de ces critiques pour nous permettre de nous améliorer. Moi, je pense que Fayoulou et Muzito, ce sont des candidats idéaux. Alors, avant de terminer, nous allons quand même jeter un regard à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement. Ouais. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît. Moi, avec Kamerhe, je suis très à l'aise. Parce que nous pouvons arrêter de spéculer, essayer de donner de la valeur aux préjugés. Kamerhe, c'est un fils du pays. Et Kamerhe arrive et il révèle un peu à la grande surprise de plus d'un que les députés touchent 5 000 $, 14 millions. Et moi, j'ai vu quand même un bulletin. 14 600 000 francs. Oui. Alors que hier, c'était 21 000. Mais oui. Alors moi, je suis d'accord avec lui. Et vous savez, partout où Kamerhe passe, les agents se retrouvent. On les paye bien, on les paye à temps, on prend soin d'eux. Et vous savez que les gens ont pleuré pour avoir Kamerhe comme président de l'Assemblée. Même quand il était au ministère de l'économie. Kamerhe est passé, il a fait son travail. Nous avons besoin de toute cette aide. Aujourd'hui, si Kamerhe n'est plus... Vous êtes satisfait de ce qu'il a fait à l'économie? Moi, je suis satisfait. Parce que les gens pensent que quand on trouve un ministère, c'est facile de commencer à changer des choses comme si c'était devant un écran. Et c'est pas automatique. Kamerhe, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Il peut avoir ses défauts, c'est un humain. Mais sur le plan de la gestion de la République, il a des sentiments patriotiques. Il met le patriotisme au fond de tout. Il essaie de mettre son intelligence, son expérience au service des institutions pour que les retombées puissent réjouir la population. Et nous voulons des gens qui ont de l'épaisseur, un peu de supériorité pour tenir haut nos institutions. Alors, comment est-ce que vous interprétez quand même ces propos de ce militant? Aussitôt, il a été élu président de l'Assemblée nationale. On a vu une petite vidéo circuler à travers les réseaux sociaux où il disait, qui a dit que Kamerhe, c'était en Lingala, Kamerhe ne sera pas aussi président de la République. Kamerhe ne sera pas aussi président de la République. Ça, moi, je ne dis pas moi, parce que moi, je suis tshisekéliste. Moi, je suis tshisekéliste, moi, je ne suis pas caméréliste. Kamerhe, c'est son droit le plus légitime de devenir président de la République, c'est son ambition. Moi, je ne peux jamais remettre en cause ce droit. Il peut ou ne pas venir, mais moi, je ne peux pas dire à Kamerhe ne le devient pas. Mais moi, ce que je veux, c'est que Tshisekedi arrive au bout avec sa vision, une vision noble. Une vision, quand elle est mise en application en toute sa globalité. Parce que certains voient en ses propos un danger. Kamerhe est constitué d'un danger aujourd'hui. Non. Parce que Félix vient de démarrer avec le deuxième mandat. Est-ce que c'était le moment de mettre à la place publique ces gens? Est-ce que Kamerhe l'a déjà dit? Ce n'est pas la volonté de Kamerhe. Est-ce que c'est la volonté de Kamerhe? Parce que ça, c'est lui-même qui connaît. Et quand ça sort de la bouche de quelqu'un, est-ce que c'est la bouche crédible? Est-ce que c'est la Kamerhe qui l'envoie? Non. Alors, officiellement, moi, je sais dire que Kamerhe fait son travail. Quand il a besoin de devenir président public, je pense, au grand jour, il pourra l'annoncer.
Et peut-être là, c'est par là que l'opinion pourra faire son analyse. Mardo Chensele, c'est complètement fini pour ce numéro de ce dimanche. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre. Je voudrais m'annoncer à la population du Congo et surtout à Popo Kabaka, qui est frappé par une catastrophe naturelle qui a fait des victimes, des brûlures, des morts, et puis des dégâts matériels. Je transmets toutes mes compassions. La même chose pour le territoire de Luebo, où je suis ressortissant. Le pont Kaluebo a été écroulé, ce qui remet en difficulté la population de pouvoir traverser pour aller vers Nkola Moi, ceux qui quittent Nkola Moi, ceux qui viennent de Djokopunda, de Malangou, de Tchoubouyi, pour traverser, aller vers Lunkelu, vers Amichoni, tout ça, ils souffrent. Et la population de Luebo passe un moment très très difficile parce qu'il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, ainsi de suite. Nous voulons dire à notre gouvernement de pouvoir songer à ce territoire qui est vraiment enclavé, il n'y a pas de sortie et c'est très difficile pour la population qui y habite. Et je vais aussi plus loin pour compatir avec la population de Chikapa, mais leur donner de l'espoir parce qu'avec le nouveau gouverneur, Excellence Mukendi, qui quand même essaye de donner espoir et peut faire un grand travail à la tête de cette province. Mais je pense partout où il y a eu des catastrophes naturelles, où il y a eu des dégâts, je sais que je transmets toutes mes compassions et bientôt je sais que Madame la ministre Nathalie Azizamounana serait en tournant pour voir, évaluer, n'est-ce pas, ce qu'elle peut faire pour cette population. Examen d'État, édition 2024. Le coup d'envoi sera donc donné ce lundi. Bonne chance à tous les finalistes à travers la République démocratique du Congo. Alors, mesdames, messieurs, c'est complètement fini pour ce nouveau numéro de Info 7. Je rappelle, notre invité de ce jour, Mardo Chensele, est donc membre du cabinet de la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza. Voilà, mais il est également président national de la jeunesse de FIDEC qui est donc le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Donc, vous voyez, la chrétienté là-bas. Et alors, c'est une plateforme chère à Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, madame. Alors, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci de votre participation. N'hésitez pas de nous écrire, envoyer vos messages. Eh bien, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Eh bien, c'est l'heure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.